Eh bien, bonsoir à tous. Merci d'être là aujourd'hui pour cette conférence sur la kinésiologie familiale et transgénérationnelle. Je vais me présenter. Donc, je suis Isabelle Edoux. J'ai découvert la kinésiologie en 1999 suite à une rupture sentimentale. Et puis, au bout de quelques Celui-ci. séances, j'ai trouvé ça tellement extraordinaire et mystérieux que j'ai voulu comprendre comment ça fonctionnait. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à me former. C'était tellement passionnant que j'ai fait un module, deux modules, etc. Petit à petit, j'ai fait toute ma formation, un peu en touriste une première fois. Je dois avouer. Mais je voulais pas du tout être kinésiologue, donc j'y allais parce que je continuais les modules parce que je trouvais ça tellement enrichissant, captivant, etc. Et puis j'ai eu la chance notamment de travailler, d'être une des élèves de Daniel Whiteside. Et puis par la suite, quand j'ai vu que j'avais des gens qui venaient en consultation, je me suis dit on va peut-être faire les choses un peu plus sérieusement. Donc j'ai refait toute ma formation auprès de Rabia et Jean-Claude Vuillard. C'était pour me présenter succinctement et aujourd'hui je suis donc toujours kinésiologue bien sûr. Je travaille en cabinet. Je suis formatrice indépendante et je suis également formatrice chez Corps et Vie et responsable pédagogique de l'école de Biarritz. Allons sur le sujet qui nous intéresse, la kinésiologie familiale et transgénérationnelle. Dans la kinésiologie classique, le transgénérationnel était peu abordé. Et moi, durant mes 25 ans de pratique et de travail sur moi, j'ai vu à quel point parfois la vie de ceux qui nous ont précédés peuvent nous impacter fortement, je veux dire, sans qu'on en ait forcément conscience. Et pourtant, il y a des moments où ça sera vraiment l'élément prioritaire pour résoudre la problématique. Faut-il encore le faire au bon moment? Et c'est là où nous, on a une grande chance avec le test musculaire. On va pouvoir vraiment prendre toutes les précautions pour respecter non seulement l'écologie personnelle de la personne, mais aussi son rythme, faire les choses au bon rythme. La kinésiologie familiale et transgénérationnelle, qu'on appelle aussi KFT, c'est vraiment une méthode, une approche unique qui repose sur trois piliers fondamentaux. La kinésiologie, bien sûr, la systémie, hein, notamment avec le principe des constellations familiales qui ont été développées par Bert Hellinger, et la psychogénéalogie qui a été développée par Anne-Chancelin Schustenberg. Et c'est marrant parce que toutes ces méthodes, elles sont nées un peu au même moment, quoi, hein, entre les années 70 et 80. C'est pour moi une méthode qui est vraiment complète et qui va permettre de pouvoir identifier de manière précise, grâce au test musculaire, ce qui s'est inscrit dans l'inconscient du consultant en lien avec sa famille d'origine et ses aïeux. Déceler les mémoires inconscientes transmises ou reçues de nos ancêtres, repérer les traumatismes familiaux ou transgénérationnels, aussi prendre conscience de certaines répétitions. Et surtout, c'est bien tout ça, mais une fois qu'on a mis le doigt sur ce qui pouvait nous impacter, c'est pouvoir libérer grâce à des protocoles spécifiques et précis. Ce travail en kinésiologie familiale et transgénérationnelle, c'est vraiment un travail d'enquête, un peu comme une séance de kinésio, hein. On va aller chercher des informations, des éléments, on va trouver des indices, j'ai envie de dire, au fur et à mesure. Parce que notre histoire ne commence pas à notre naissance, elle s'écrit bien avant dans la mémoire de nos ancêtres, dans les émotions et les blessures parfois transmises en silence. Petit à petit, on va découvrir comment l'histoire de ceux qui nous ont précédés peut influencer notre vie et parfois nous freiner, nous handicaper dans notre épanouissement, que ce soit personnel, amoureux, professionnel, familial, etc. Grâce au test musculaire, on va toujours avancer au bon rythme pour la personne. Et ça, pour moi, c'est vraiment important. Mais très souvent, quand il va y avoir un travail en lien avec le transgénérationnel, il faudra de la patience parce que ça va être un processus entre prise de conscience, découverte. Certains auront besoin d'aller valider ces découvertes ou d'aller interroger la famille ou d'aller rechercher des actes de décès, des actes de mariage, des actes de naissance, etc., pour vérifier que tout ça est tangible. Donc, il faudra un petit peu de patience. Au bon moment, on va pouvoir transformer et libérer tout ça.
Cette méthode, elle nous invite vraiment à aller à la rencontre de ces mémoires pour les comprendre, les accueillir, les transformer, mais aussi pour aller chercher des ressources, parce que c'est vrai qu'on peut aussi trouver des ressources et du soutien dans ceux qui nous ont précédés. Pas toujours que des trucs pas sympas, lourds et problématiques. En tout cas, j'aurais envie de dire que l'objectif, ça serait de transformer les liens qui nous entravent en liens qui nous nourrissent. Pour moi, c'est vraiment à chaque fois un chemin de libération intérieure, de reconnexion à nos racines. Un chemin pour écouter ce qui se joue au-delà des mots, accompagné avec le cœur. C'est vraiment important. Je trouve que ça l'est évidemment en kinésio, mais peut-être plus particulièrement en KFT et guérir ce qui se répète génération après génération. Guérir, je le mets entre guillemets, on n'a pas le droit d'utiliser ce mot-là, mais transformer, on va dire. Et c'est aussi peut-être un moyen de donner un sens plus grand à notre histoire et à notre vie. Alors j'ai envie de commencer par un petit exercice. Si vous voulez vous prêter au jeu, vous n'êtes pas du tout obligé. Ceux qui le souhaitent, ça serait de vous installer confortablement, tranquillement, et je vais vous inviter à fermer les yeux et à prendre quelques respirations profondes. Vous inspirez et vous expirez 3, 4 fois d'affilée, histoire de calmer le mental, de vous installer au centre de vous-même. Maintenant, je vais vous inviter à imaginer face à vous vos parents, votre père et votre mère. Ressentez-les vraiment en face de vous. Maintenant que vous les ressentez vraiment, placez derrière votre père ses parents, vos grands-parents, puis derrière votre mère, ses parents à elle, vos autres grands-parents. Si vous ne les avez pas connus, imaginez comment ils pourraient être grands, petits, avec des cheveux blancs ou d'une certaine couleur, des lunettes. Et maintenant, derrière vos grands-parents, vous allez imaginer leurs propres parents. Et puis derrière eux, leurs parents, vos arrière-arrière-grands-parents. Observez comment vous vous sentez dans votre corps, dans votre cœur. Il s'est peut-être passé des choses pas faciles, mais aussi certainement plein de bonnes choses. Et sans eux, vous ne seriez pas là. Vous faites partie de cette famille-là. Je vous invite maintenant à retenir le mot de votre ressenti face à la rencontre avec votre clan, votre famille, vos aïeux, et à ouvrir les yeux tranquillement. Peut-être pouvez-vous reprendre une ou deux respirations profondes pour revenir avec nous, reprendre contact avec le dossier de votre chaise, bouger les mains, les pieds. Et si vous le souhaitez, vous pouvez partager dans le chat le mot que vous avez ramené avec vous. Poids, ok. Donc, Aurore, le moment venu, bah, ça sera chouette de trouver un moyen de libérer ce poids. On voit sérénité, on voit écrasé, on voit palpitation. Nombreux, oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça fait une grosse, grosse famille, hein, c'est vrai. Joie, amour, gratitude, super. Comme le disait Alejandro Jodorowsky, notre arbre n'est pas du passé, il est tout à fait vivant et présent à l'intérieur de chacun d'entre nous. L'arbre vit en moi, je suis l'arbre, je suis toute ma famille. Alors, attention, hein, c'est pas grave hein, pour ceux qui ont ressenti des choses lourdes ou peut-être il y a une histoire familiale difficile, etc. On peut toujours transformer ça, toujours, toujours. C'est la bonne nouvelle. Moi, j'aime bien dire souvent en cours de KFT que parfois, c'est pas qu'il n'y a pas d'amour, c'est pas c'est qu'à un endroit, il y a certaines émotions qui sont cristallisées et il suffit d'enlever le petit caillou pour que l'amour puisse circuler à nouveau. Alors, sur quel principe tout cela repose? On va aller voir maintenant un peu comment ça fonctionne, sur quoi ça repose là, cette grande famille si nombreuse, hein. Eh bien, en fait, la famille, c'est un système. C'est un système complètement vivant et au service de la vie. Et comme tout système, il a pour objectif principal de survivre et de rester en équilibre autant qu'il le peut. Et donc, cette famille, ce système vivant est vraiment en interaction constante avec son environnement
et doit sans cesse s'adapter à tous les changements auxquels il peut être confronté. Alors ça va être des changements internes, hein, par exemple quand il y a des alliances, des mariages, une naissance, mais aussi quand il y a des séparations, des divorces, des décès, etc. Mais il va aussi devoir s'adapter et il va aussi être impacté par tous les changements, j'ai envie de dire, externes. Bah, par exemple, les guerres, choses moins drôles, mais qui ont fait partie de notre histoire, hein, les génocides, les pandémies, etc., etc. Et comme tout système vivant, la famille va obéir à certaines lois qu'on nous verrons un petit peu plus tard. D'abord, j'aimerais vous parler des transmissions, parce que au cœur de la famille, il y a les transmissions. C'est une de ses fonctions essentielles, transmettre d'une génération à l'autre, des parents aux enfants, transmission de la vie, bien sûr, mais aussi transmission de biens, de savoir, de valeurs, de traditions, de croyances et parfois d'héritage psychique plus ou moins facile à porter, de douleur aussi, de souffrance. Nul ne peut y échapper, j'ai envie de dire. Chacun porte une part de ce qui lui a été donné. Qu'on reste en lien avec notre clan, avec notre famille, ou bien que nous ayons coupé les ponts, j'ai envie de dire que ça ne va pas changer grand-chose, à ce niveau-là en tout cas. Et évidemment, ben, la première transmission, c'est la vie. La première transmission du clan, c'est la vie, cadeau inestimable qu'on ne pourra jamais leur rendre. Ça ne va que dans un sens, malheureusement. On aimerait bien de temps en temps que ça puisse aller dans l'autre sens aussi. Mais alors, une question se pose, comment gagner son droit d'appartenance à cette famille, à ce système? Quand on est enfant, nos parents sont des géants. Psychologiquement, c'est presque des dieux. Ils représentent la vie, le monde et, dans un premier temps, la seule réalité vraiment que nous connaissons. Grandir, eh ben, on va grandir en apprenant, j'ai envie de dire, au départ en tout cas, à devenir comme eux. Parce qu'on va les mimer, on va les copier, on apprend en faisant comme eux. Et ça, on le voit, les petites filles, parfois, qui vont s'amuser à faire exactement comme maman, ou les petits garçons qui vont aller bricoler avec papa sans rester dans des clichés trop garçons et filles, mais on le voit souvent chez les enfants. On va aussi parfois s'identifier à d'autres membres de sa famille, un grand-père, une grand-mère, une tante, un oncle, etc. En devenant semblable au fur et à mesure, en adoptant les mêmes comportements, l'enfant cherche parfois inconsciemment à être reconnu par son cercle familial. Son désir le plus profond, c'est l'amour de ce clan, de ses parents, et gagner évidemment sa place pour assurer sa survie. Et il pourrait peut-être avoir une sorte de croyance que pour survivre, il doit satisfaire son entourage. Du point de vue de son cerveau limbique, sa vie en dépend, hein. Si l'attachement ne se fait pas, il risque vraiment de mourir. On le voit très bien chez les animaux, hein, les petits mammifères. Quand une maman brebis délaisse son petit agneau, ben, il a très 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 peu de chances de survie, voire zéro. On l'a vu aussi en néonate où ces petits bébés se laissaient mourir parce qu'ils n'avaient plus de contact humain. J'ai envie de faire un pont avec une des équilibrations que vous connaissez sans doute, materne-paterne, dans le mode génétique nutritionnel. Et ben cette équilibration, hein, l'émotion associée à cette équilibration, c'est comblé dans l'unité ou morbide sans vie dans la séparation. Eh ben, il s'agit vraiment de ça ici, hein. Si l'enfant se sent unifié à ses parents, connecté à eux, il va être complètement comblé, ça va être comblé dans l'unité. Il y a pas, on ne peut pas dire mieux, quoi. S'ils ne sont pas là, ou s'il n'a pas d'autres figures qui feraient office de parents, il va se sentir morbide sans vie dans la séparation. Un nouveau-né, pour survivre, ne peut survivre que si quelqu'un s'occupe de lui. Et donc, par rapport à cette famille, ce système, il croit devoir acquérir son droit d'appartenance, car c'est sa meilleure chance de survie, encore une fois, hein. Sa psyché, qui est encore fragile, un peu comme une pâte à modeler poreuse, capte inconsciemment les déséquilibres et les blessures de son entourage et dans son système.
Et là, peut-être par loyauté familiale, j'ai envie de dire, ou pour consolider ce droit d'appartenance, il va parfois prendre à sa charge, avec tout son amour, une part de l'héritage parfois lourde de conséquences, laissée par ceux qui l'ont précédé. Je vais vous raconter une séance. Un jour, un homme d'une quarantaine d'années vient me voir. Sa demande est claire, il veut travailler la réussite professionnelle. Il me dit que vraiment, il fait tout pour, que c'est un gros bosseur, etc. Mais à chaque fois qu'il s'approche un peu de la réussite, tout s'écroule. Pendant la séance, il y a une notion d'auto-sabotage qui arrive et la phrase qui sort, c'est «Je n'ai pas le droit de réussir». Donc, objectif vite trouvé, je m'autorise le succès, j'ai le droit à la réussite. Bon, on avance dans la séance de manière classique et à un moment, je peux aller dans le transgénérationnel. Enfin, c'est pas que je peux, c'est le test musculaire qui m'indique d'y aller. Et on remonte sur la troisième génération côté paternel, son arrière-grand-père. Je lui demande s'il connaît des histoires ou des anecdotes et il me répond non, j'en ai jamais entendu parler, on n'en parle pas. Ok, je continue la séance, etc. Et puis là, dans une liste, je tombe sur le mot faillite. Le test musculaire s'effondre et à ce moment-là, le consultant se prend une vague mais gigantesque d'émotions. Il s'en excuse et ben non, c'est des choses qui arrivent, voilà. On avance dans la séance, etc. On termine la séance et je l'invite, si c'est possible, à aller questionner sa famille d'ici notre prochaine rencontre. Lorsqu'il revient, quelque temps après, il me dit de manière encore surprise que chose dont on ne lui avait jamais parlé, dont il n'avait jamais entendu parler, son arrière-grand-père, après une mauvaise décision, avait fait couler l'entreprise familiale. Ça avait été une grosse faillite et ça avait eu des grosses conséquences pour toute la famille, quoi. Ils n'étaient pas dans la famine, mais pas loin, quoi. Et donc, plus personne n'avait jamais pu parler de lui. Cet homme, c'est comme si il avait ce que nous on appelle une intrication avec cet arrière-grand-père pour un peu lui redonner sa place. Et donc, durant cette deuxième séance, on a transformé tout ça pour qu'il s'autorise le succès et la réussite en l'honneur de son arrière-grand-père. Voilà, un peu pour illustrer mes propos, mais je vous donnerai d'autres exemples un peu plus loin. Tout travail en transgénérationnel va reposer sur ce qu'on appelle les lois archaïques du clan. Enfin, c'est plutôt la famille qui repose sur ces lois. Alors, de quoi s'agit-il? Le clan a une volonté profonde, c'est exister et perdurer au-delà des générations, hein. Dans toutes les cultures, dans toutes les sociétés, la famille reste le premier groupe d'appartenance de l'individu, son premier lieu d'intégration. Et puis petit à petit, ben, il va se créer d'autres groupes. Donc, comme on l'a vu, l'enfant, il le sait instinctivement que pour survivre, il doit absolument appartenir au clan. Et pour cela, il est prêt à adopter ses règles, ses goûts, ses croyances, comme un petit animal hein, qui va dépendre de son groupe pour vivre. Sa survie en dépend. Tout comme un arbre qui puise sa nourriture dans ses racines, notre identité se nourrit de nos racines familiales formées par les membres de notre clan qui nous ont précédés. La première loi, ça va être le droit d'appartenance. Tout membre de la famille a le même droit d'appartenance. Personne ne peut être exclu. Ce droit d'appartenance, et c'est ça qui n'est pas toujours facile à accepter, dépasse toute notion de morale, de bien ou de mal. Peu importe que vos ancêtres aient été des héros, des criminels, riches, pauvres, violents, pacifistes, des gens super ou des salauds, j'ai envie de dire, ils font partie du clan. Et grâce à eux, on a eu la vie, ce cadeau inestimable. L'enfant, lui, le ressent profondément et il peut se sentir redevable. Et parce que il est le plus sensible au déséquilibre du système, hein, c'est lui qui va le mieux capter tout cet inconscient familial, il va souvent porter des choses à son insu. Lorsqu'un
un membre du clan est oublié ou est exclu, le système familial vraiment tout entier va subir une grosse pression. Et cette tension, elle ne lâchera que lorsque un mouvement de, j'ai envie de dire, de réconciliation viendra réunifier ce qui a été séparé. Bien souvent, c'est un enfant qui va prendre ce rôle, toujours de manière inconsciente, hein, en s'identifiant à la personne exclue. Et ça pourra se manifester par exemple, des émotions qui ne sont pas les siennes, des comportements étranges, voire des symptômes physiques ou psychiques. Ah ben, j'avais préparé un petit exemple. Attendez, ah ben voilà, je vais vous raconter. Un jour, c'est encore une séance que j'ai fait dans mon cabinet, une femme vient pour travailler sur un sentiment, une sensation qui l'envahit souvent et qu'elle ne s'explique pas. Elle se sent souvent envahie par une grande tristesse et elle me dit, je me sens parfois extrêmement seule, même quand je suis entourée, quand je suis avec du monde, j'ai ce sentiment de solitude, de vide intérieur. Qu'elle s'explique pas, qu'elle comprend pas, hein, elle a une famille aimante, un travail, des enfants, mais ce vide-là s'accompagne souvent de grandes vagues de tristesse. Bon, voilà, après une séance de kinésio, j'ai envie de dire classique, le test musculaire m'indique d'ouvrir son arbre. Donc, je lui propose de faire un génosociogramme et je lui explique que cela va venir être un support dans nos séances de kinésiologie. Petit à petit, en travaillant sur son arbre, on découvre qu'avant sa naissance, sa mère avait perdu un premier bébé mort-né. Elle n'en savait rien, elle n'en avait jamais entendu parler, et cet enfant, on lui avait même pas donné de prénom, hein, il n'avait pas été reconnu, et plus personne n'en parlait. Alors on pourrait dire il a été oublié, c'est pas vrai, mais c'est parfois quand il y a des douleurs tellement fortes, on ne peut plus parler, on ne peut plus dire. C'est comme si la présence de cette personne était effacée dans l'histoire familiale. Et elle, évidemment, sans le savoir, elle avait en mémoire ce frère absent. Non seulement elle avait en mémoire son absence, mais elle portait aussi le chagrin de sa mère. Donc il y avait une double problématique. Elle portait toute la souffrance de sa mère, qu'elle avait très très bien captée, hein, et en même temps l'exclusion de ce grand frère qu'elle n'avait pas connu. Donc on fait un travail avec différents protocoles de KFT. Lorsque je l'ai vue quelques temps plus tard, elle était vraiment super contente parce que ça l'avait profondément soulagée. J'ai vu qu'il y avait une question sur le génosociogramme. Donc, le génosociogramme, c'est un arbre généalogique. Ça a été inventé par Anne Chancelin-Schustenberg. C'est un arbre généalogique, mais qu'on va faire avec un maximum d'informations, en fait. On va aller, je vais vous en montrer un tout à l'heure. On va mettre tout ce qu'on sait, en fait, les professions, les séparations, les divorces, les alliances, les bienfaiteurs, les conflits, etc., etc. Est-ce que le clan fonctionne aussi si ce ne sont pas les parents génétiques? Oui, bien sûr. Oui, 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 oui. Dans le cas de, par exemple, d'adoption ou de don d'ovocytes ou don de sperme, ben oui, oui, bien sûr. On pourra être relié parfois à deux systèmes. Il faudra aller regarder ça. Très intéressant comme travail. Je vous montrerai un petit peu plus tard un petit bout de génosociogramme. La deuxième loi, ça va être la préséance et l'ordre. Dans l'ordre, c'est-à-dire que chacun a une place. On ne peut pas avoir la place de son arrière-grand-père ou de son grand-père, etc. C'est logique en fait, hein. Et l'harmonie dans les relations ne peut exister et ne peut bien se passer que si chacun est à sa juste place dans l'ordre des générations. Cela veut dire respecter ses aînés, reconnaître ceux qui étaient là avant. Et là, c'est pas toujours facile parce que parfois on peut avoir un grand-père, une grand-mère, une mère ou je sais pas quoi qui a fait des choses peu honorables ou voire même condamnables par la morale. Mais j'aime beaucoup une phrase de Bert Hellinger qui disait ne jugez jamais quelqu'un tant que vous n'avez pas marché dans ses chaussures.
Parce que souvent, on se dit, ah oui, moi, j'aurais pas fait comme ça, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Moi, en 39-45, j'aurais été un résistant, etc. Et je trouve que, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup appris cette période Covid avec les confinements, etc., où on a vu que beaucoup de comportements sont ressortis de manière très forte, hein, de délation, de prendre 150 paquets de farine, etc., etc. Mais je pense que c'était très en lien avec le transgénérationnel. Et peut-être qu'il y avait des mémoires qui se réactivaient de ce qu'avaient pu vivre les grands-parents ou les arrière-grands-parents pendant la guerre. Tant qu'on n'a pas marché dans les chaussures de quelqu'un, on ne peut pas le juger. Je trouve cette phrase de Bert Hellinger d'une grande sagesse. Pour revenir sur cette notion d'ordre et de place, ben évidemment, dès qu'un membre prend une place qui n'est pas la sienne, il va y avoir des tensions qui vont apparaître. J'ai une autre séance pour illustrer ça. Un jour, un adolescent, je ne sais plus, 14-15 ans, vient me voir parce que, il souffre, enfin, il vient avec sa maman parce qu'il souffre de crise d'angoisse. Bon, ça, on a souvent ce genre de cas. Durant le petit échange qui précède la séance, elle me dit, entre autres, et ça, je l'ai noté, puis je l'ai un petit peu souligné sur ma fiche, c'est mon petit homme, il a toujours été très très sérieux, très mature. Je me dis, ah, tiens, ça pourra peut-être me servir dans la séance. Bref. Durant la séance, on avance, etc. Et je découvre que le papa de ce garçon est souvent absent à cause de son travail. Il doit partir en déplacement 4 à 5 jours par semaine, parfois plus. Et on part en récession d'âge classique. On arrive à 7 ans. Et là, je tombe sur la fleur de bac numéro 11, Elm, avec la phrase Je croule sous les responsabilités que j'ai endossées, cela finit par miner ma confiance en moi, je ne peux tenir mes engagements. Si je ne peux tenir mes engagements, je ne peux laisser tomber maman. Bon, c'était pas dans le texte, mais j'ai vite vérifié cette information avec le test musculaire. Et ce petit garçon de 7 ans, en fait, qu'est-ce que ça nous racontait? C'est qu'il avait capté tout le stress de sa maman à chaque fois que son mari partait dans la semaine, la laissant seule pour gérer 3 enfants. Il y avait 3 enfants, etc. Et lui, eh ben, par amour, hein, encore une fois, il s'était glissé dans le petit costume du, du papa auprès de sa maman et de ses petits frères et sœurs. Et de ce fait, il pouvait plus vivre sa vie d'enfant, quoi. C'était foutu. Donc, on a dû faire plusieurs séances. Mais à la suite de ça, ses angoisses ont complètement disparu et il a perdu son job, quoi. Donc, il pouvait avoir sa vie, non plus d'enfant, mais d'adolescent. La troisième loi, ça va être l'équilibre. C'est l'équilibre entre donner et recevoir. Comme on l'a vu précédemment, nos ancêtres, nos parents d'abord surtout, et puis avant eux, tous ceux qui les ont précédés, nous ont donné la vie. Hein, cette fameuse force de vie qui est passée à travers eux tous et qui est arrivée jusque nous. Cadeau immense que nous ne pourrons jamais leur rendre directement. Donc, à peine arrivés, nous voici avec une dette. Sympa. Et oui, recevoir va automatiquement créer une dette envers celui qui donne. Cette dette engendre non seulement une forme de dépendance hein, vis-à-vis de celui qui nous l'a donné, mais il va aussi très souvent engendrer un sentiment de culpabilité. Je dois me libérer de ça, etc. Soit en donnant à mon tour, d'accord? Soit en m'éloignant, car me sentir redevable va devenir insupportable. Donc, quand on pourra, on va essayer d'équilibrer, hein. Je parle souvent dans les cours des relations amoureuses. Une relation amoureuse, pour qu'elle fonctionne bien, c'est je te donne un peu, mais pas trop, pour que la pression, elle vienne sur toi. Et cette pression, va te pousser à me donner un peu plus que je t'ai donné. Maintenant, la pression, elle vient sur moi, et ainsi de suite. Et comme ça, la relation, a toutes les chances de perdurer
Et le couple va pouvoir évoluer ensemble. Alors, je parle d'un couple amoureux, mais c'est vrai dans n'importe quelle relation, que ça soit une relation amicale, etc., etc. Sauf que envers nos parents, on ne peut pas leur redonner, c'est ça le problème. On pourra juste transmettre à notre tour, c'est-à-dire donner cette force de vie à notre tour si notre destin est d'avoir des enfants, mais ça pourra être aussi donner cet amour et cette attention qu'on a reçue à plein d'enfants qui auraient des parents déficients, par exemple. Donc, cette notion de dette, j'arrive à la vie dans cette famille, je leur dois la vie. Et là, ben, mon inconscient, il va capter que parfois mes parents portent quelque chose de lourd, ou voire même ont hérité quelque chose de lourd de leurs propres parents, etc. Ben, pour essayer de rééquilibrer, je vais prendre à ma charge ce lourd héritage, pour essayer de me débarrasser de ma dette, en gros, quoi. Mauvais choix, ça marche pas. Donc, donc, on va aller en KFT, aller regarder hein, parfois quand il y aura ce genre de choses, comment on peut justement se libérer de ces poids et retrouver sa juste place. Parce que souvent, quand on fait ça, ben, une des conséquences, c'est on va plus être tout à fait à sa place. Et c'est vrai que c'est pas facile de prendre. C'est souvent beaucoup plus facile de donner. C'est plus confortable. Mais en fait, c'est dans l'autre sens que ça devrait se passer, hein. D'abord, je prends avec gratitude, puis ensuite seulement je peux donner. La meilleure façon de rééquilibrer, ça sera de donner à notre tour, mais différemment, quand le moment sera venu. Donc, comme je vous l'ai expliqué, par loyauté inconsciente, un jeune membre du clan va se mettre à prendre à sa charge des déséquilibres, des fardeaux qui ne sont pas les siens souvent en l'ignorant, hein, il ne le fait jamais consciemment, c'est franchement rare. Et parfois, il ne sait même pas ce qu'il y a dans ce sac, j'ai envie de dire, hein. Alors là, on trouvera par exemple quelqu'un qui va tomber gravement malade pour qu'on se souvienne d'un oncle mort jeune d'un cancer ou une personne qui a un frère handicapé, qui va se refuser d'être heureux hein, pour ne pas prendre l'avantage sur son frère, etc. Ou dans des cas dramatiques, hein, une petite fille ou un petit-fils va expier les atrocités commises par son grand-père pendant, je sais pas moi, par exemple la Deuxième Guerre mondiale en se suicidant. Donc, bon, parfois ça peut être vraiment dramatique, hein, ça ne va pas, heureusement, toujours jusque-là. Et puis parfois, pas besoin de séance, hein, l'histoire trouve une issue créative. Un jour, j'ai une femme en séance qui vient me voir, elle est bouleversée, ça fait 1 an qu'elle est en dépression parce que son fils, alors qu'il allait rentrer dans la police, il voulait être policier ou gendarme, je me souviens plus très bien, fait, je crois, son bac en boîte et à la sortie de la boîte, à un croisement, il était en voiture et il tape dans un jeune en scooter et le jeune décède. Donc elle, son fils est toujours vivant, mais elle était très liée à la souffrance de la maman qui avait perdu son fils. Donc on avait déjà tout un travail à faire là-dessus. Mais c'est pas par rapport à elle que je vous raconte l'histoire. Et en fait, son fils, donc il pouvait plus être gendarme, il pouvait plus être policier parce que forcément il avait un casier, hein, même si c'était un volontaire. Et donc, je me souviens d'avoir eu la curiosité de lui demander ben, déjà comment allait son fils et puis qu'est-ce qu'il faisait. Il me disait ben, qu'il allait plutôt pas mal et il était devenu urgentiste. Donc, il avait trouvé le moyen lui-même hein, de réparer et de rééquilibrer du mieux qu'il pouvait, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà un peu comment, à travers ces 3 lois, le droit d'appartenance, l'ordre et l'équilibre, le système familial tente génération après génération de se maintenir en vie et de se réajuster. On ne peut pas parler de kinésiologie familiale et transgénérationnelle sans parler des lignées, hein. Donc, je vais citer évidemment Anne Chancelin-Schustenberg.
Elle disait répéter les mêmes faits, les dates ou les âges qui ont fait le roman familial est une façon d'être fidèle à nos parents, nos grands-parents et ancêtres, et donc à leurs faits et gestes et tragédies. Une façon de poursuivre la tradition familiale et de vivre en conformité avec elle. Là, ce qu'on va aller voir, ben, c'est de quelle femme et de quel homme on descend. Quel est l'impact de leur vie sur la nôtre? Comment on va pouvoir s'autoriser à rayonner ce que nous sommes réellement tout en s'appuyant sur ceux qui nous ont précédés. Tout à l'heure, quelqu'un me demandait ce qu'était qu'un génosociogramme. Ben là, entre les photos, vous voyez des petits dessins avec des gribouillis, des flèches, etc. C'est ça un génosociogramme. Donc, la personne qui fait son arbre, elle va se placer, et puis après, on va rajouter plein d'informations. Ça peut être les métiers, les dates de naissance, ceux qui sont bienfaiteurs, ceux qui sont malfaisants, les discordes, tous les événements marquants en fait. Et puis, on va aller voir un peu ce que ça nous raconte. Il y a Chantal Rialan, pardon, qui a aussi beaucoup fait de travail en psychogénéalogie et elle disait notre arbre définit notre femme intérieure comme notre homme intérieur. Et oui, notre identité de femme, d'homme est façonnée par les héritages familiaux, culturels, sociaux. Alors, ça, c'est quelque chose d'important. Quand on effectue un travail sur nos lignées, il va être vraiment primordial de tenir compte du contexte culturel et historique de l'époque où a vécu notre aïeul. L'héritage féminin et masculin va être un mélange de mémoire familiale et de l'histoire collective. Chaque époque véhicule sa propre vision de l'homme et de la femme avec ses croyances, ses obligations, ses lois, ses règles, sa morale, etc. C'est pourquoi, quand on fait un travail sur les lignées, il faudra prendre en compte non seulement les us et coutumes de l'époque, mais de la région, voire du pays dans lequel a vécu notre ancêtre. Durant des décennies, voire des siècles, hein, les femmes ont vécu sous la contrainte, les agressions, les maltraitances, les humiliations, la soumission, la honte. Euh, il y aura parfois pas mal de secrets autour de la maternité notamment, hein. Et on a parfois aussi hérité du poids de ses souffrances, mais pas que. Parfois aussi, on va aller chercher la dignité, le courage, la force des femmes de nos lignées. Si je reste chez nous, hein, en France, les deux guerres, les deux grandes guerres ont amené beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrances dans nos arbres. Là, c'est un peu le contrepoids. Ça a aussi permis de grandes améliorations, j'ai envie de dire, dans la condition de la femme. Ben oui, parce que pendant la Première Guerre mondiale, les femmes ont participé activement à l'effort de guerre, hein. Elles sont devenues infirmières, elles ont travaillé dans les usines, etc., etc. Et donc, elles ont pris conscience qu'elles pouvaient travailler comme les hommes, hein. Il faut voir que durant cette Première Guerre mondiale, si je ne m'abuse, plus de 700 000 hommes ont disparu, hein, en France, hein. Et la deuxième, c'est du style 1 million entre 1 et 2 millions d'hommes prisonniers. Donc, les femmes se sont retrouvées comme ça, toutes seules, à faire tourner le pays, presque, hein. Mais quand ils reviennent du front, ça va pas être facile de retrouver leur place. Et puis parfois, ils ne seront plus du tout les mêmes. Ils vont revenir, pour beaucoup d'entre eux, complètement traumatisés. La Première Guerre, on la nommait quand même la sale guerre. Donc, l'homme rentre dans son foyer avec ses traumatismes qu'il peut pas partager, hein. Il y a vraiment cette impossibilité à dire. Et souvent, en plus, parfois, il aura du mal à retrouver sa place, hein, parce que durant son absence, il y aura un peu, il y a souvent une fusion, hein, entre la maman et ses enfants. Donc, il va souvent sombrer, c'est pas toujours le cas, hein, mais dans l'alcoolisme ou alors ça va ressortir sous forme de violence, voire de dépression et parfois même encore de suicide.
souvent, dans ces retours de guerre, le couple va être fragilisé. Ils n'arrivent plus à se trouver sur la même longueur d'onde. Ça, encore une fois, ça va nous amener sur le baromètre du comportement, hein, avec accord et harmonie, même longueur d'onde, ou indifférence immobilisée. Et les rôles sont complètement chamboulés. Difficulté à retrouver sa place, son intimité, hein, de couple. Et parfois, l'homme va remplacer son autorité ou va essayer de regagner son autorité par la peur, la violence ou alors le retrait. Il va se mettre dans un petit coin, etc. Et tous ces événements, hein, marqueront durablement toute la famille et après les générations d'en dessous, hein. Donc là, j'ai parlé des guerres, mais il y a aussi les catastrophes naturelles, hein, comme les ouragans, les tsunamis, puis après des catastrophes familiales qui peuvent être en lien avec de l'inceste, des viols, des meurtres. Bon. On ne parle pas toujours que de sujets très, très légers en kinésiologie familiale et transgénérationnelle. Mais voilà, quand il se passe des gros traumatismes comme ça, souvent les mots vont manquer pour le dire, ou la peur, ou l'effroi, ou le chagrin, tant de raisons qui vont empêcher la parole et qui vont créer des non-dits et des secrets. Et qui vont cristalliser ces émotions dans l'arbre. Un peu comme ça peut nous arriver dans le corps, quoi. Quand on a mal quelque part, et ben, parfois c'est une émotion qui ne circule pas. Il suffit d'aller chercher l'émotion, de la faire circuler, et puis après, on n'a plus mal. Et ben, dans nos arbres, c'est pareil. Donc là, pour nous, c'est du petit lait en kinésio, quoi. D'aller chercher l'émotion qui est restée bloquée à telle génération, de la libérer, bah, ça va avoir un super impact, j'ai envie de dire, sur tout l'arbre. Donc, ce genre de traumatisme, ça va laisser parfois je dirais des symptômes, hein, chez les descendants qui pourront être une forme d'anxiété diffuse, parfois des rêves de guerre, des peurs ou des situations vécues en réparation par loyauté. Alberto Heger disait: le passé ne se laisse jamais oublier, il est en perpétuel devenir. Je ne vais pas développer plus parce que sinon je vais trop vous brancher. Le but, c'est pas que vous finissiez mal. Avant de terminer, j'aimerais finir cette conférence en parlant de l'enfant intérieur. Car avant de faire un travail sur notre famille, nos parents, nos aïeux, moi j'insiste beaucoup sur l'importance pour moi d'aller écouter et mettre en sécurité l'enfant que nous étions. Comme nous l'avons vu, l'enfant il capte tellement tous les déséquilibres, les souffrances, les non-dits présents dans notre système familial, hein, dû à sa psyché très perméable, hein. Pour rappel, le corps émotionnel de l'enfant est très développé, hein. Il est très en expansion, j'ai envie de dire, hein. Et puis son corps mental est beaucoup plus étroit, beaucoup plus fin, jusqu'à environ 7 ans, l'âge de raison. Mais bon, ça, il y a des gens, ça va être 6 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Notamment aussi par rapport à ça, hein, il va capter tout par son corps émotionnel. Et l'enfant a souvent la pensée magique et la croyance erronée, bien sûr, qu'il peut délivrer de la souffrance les membres de son clan. Donc, c'est pour ça que pour moi, j'accorde une importance toute particulière et on commence souvent le premier module par ça pour aller s'occuper de l'enfant que nous avons été. On a tous en nous des blessures, hein, qui viennent de notre enfance et qui peuvent être parfois des plaies plus ou moins vives. Certaines sont liées à ce qui a été vécu dans l'enfance et d'autres sont en lien avec ce qu'on a capté dans l'inconscient des parents ou l'inconscient familial. Et pour moi, il est indispensable et prudent, avant de faire un travail sur la famille, d'aller écouter les blessures de l'enfant que nous avons été, qui vit toujours à travers nous, en nous, et de le mettre en sécurité. Et la kinésiologie permet vraiment d'aller écouter tout ça et va permettre au consultant de prendre en charge sa souffrance pour la transformer. Pour illustrer ça, je vais finir par une histoire que j'adore, qui est l'histoire du vieux rabbin Charter,
qui a été racontée par Christine Singer. Un jour, un vieux rabbin new-yorkais est venu à Vienne pour parler de la tradition. Il était poignant, bouleversant de lumière. Et là, une femme lui pose une question. Pourquoi avez-vous attendu 50 ans pour revenir dans la ville où vous étiez né? Tout le monde dans l'assemblée un peu mal à l'aise, vu l'endroit où il était né, on se doutait que c'était lié à de grosses souffrances. Il répond, je suis un très vieil homme, je vais bientôt faire le passage. Je me suis demandé dans la profondeur de mon être, qu'est-ce que je pourrais faire pour aider ce monde? Et là, la réponse est venue fulgurante. Ne laisse aucune trace de ta souffrance sur terre. Si tu veux vraiment faire quelque chose pour ce monde, toute ma vie, j'ai essayé de transmuter cette dernière guerre en énergie de vie et subitement, une mémoire est remontée. Quand j'avais 12 13 ans, j'ai été pris à partie par de jeunes nazis qui m'ont jeté des pierres et m'ont laissé pour mort sur le pont de la ville. Et alors, ce matin, savez-vous ce que j'ai fait? Avant que la vie ne commence dans cette ville, je me suis rendue sur ce pont. Je suis allée retrouver l'enfant que j'étais. Il était là. Il m'attendait. Je l'ai pris par la main et je l'ai ramené, et ainsi dans cette ville, il n'y a plus aucune souffrance du vieux Rabbi Charter. Un grand merci à vous tous pour votre écoute. S'il y a des questions, je serai heureuse d'essayer d'y répondre en tout cas. Lors de la séance, c'est vous qui avez décidé de faire ce Ah bah oui. travail, c'était à la demande ou c'était à la demande du client? De quel travail vous parlez? Par rapport au génosociogramme? Ok. Alors, non, non, en fait, on était en séance de kinésio et à un moment, donc moi, dans toutes mes listes et en KFT, ben, j'ai aussi l'option génosociogramme. Et donc, le test musculaire m'a amené là-dessus. Donc, je l'ai proposé aux clients, mais c'est toujours une proposition, jamais une obligation, en disant, ben voilà, peut-être pour essayer d'y comprendre plus clair, ça serait bien qu'on passe par un génosociogramme. Je lui ai expliqué ce que c'était. Et donc là, en l'occurrence, il était OK. Mais s'il n'avait pas été OK, ben, on aurait fait différemment. Mais pour moi, c'est OK aussi. Comment et où se former? Eh bien, OK, on va y aller. J'ai créé donc tout un cursus en kinésiologie familiale et transgénérationnelle. Donc, il y a toute une partie kinésiologie pure, hein, mais où on va aller justement euh, découvrir ces dynamiques, travailler sur les lignées, etc., etc., qui est composée de 6 modules de 3 jours. Et puis toute une partie qui va plus être le pan de la psychogénéalogie, de petits modules en ligne de 3 heures, où on va ouvrir l'arbre, où on va justement apprendre à faire un génosociogramme et aller voir tous les indices, comment déceler et trouver tous ces indices. Donc, il y a la possibilité de faire tout le cursus, comme il y a la possibilité aussi de venir chercher des modules à la carte. Donc, je vous ai mis les dates. Le premier niveau en kinésiologie familiale et transgénérationnelle aura lieu à Lyon en fin janvier et février, à Rennes en février, en Île-de-France en février, à Biarritz en mars, à Toulouse en mars et à Dijon en avril. Voilà un peu le cursus. On me dit qu'il y a d'autres questions dans le chat. Et je vois que Jean-Baptiste demande la référence de la belle histoire du Rabbi Charter. Ben, en fait, Exactement, c'est oui. Christiane Singer qui la raconte et tu la trouveras. Je pense que si tu tapes Christiane Singer Rabbi Charter, tu la trouveras sans problème. Alors, en fait, je donne ces cours dans l'enceinte de Corps et Vie, à Montreux, à Biarritz, à Dijon et à Rennes, et je les donne en tant que formatrice indépendante à Lyon et à Toulouse. Mathilde posait la question, comment savoir quelles infos sont à rajouter et où les placer? On demande via le test musculaire. C'est à propos du génosociogramme. Alors, ben, en fait, alors pourquoi pas, hein, on pourrait demander via le test, tiens, ben, tiens, il faudrait s'intéresser à telle ou telle partie, mais aussi on va apprendre ça quand on monte le génosociogramme, ça fait vraiment partie de la formation d'apprendre à observer en disant, ben, tiens, là, ça serait intéressant d'aller chercher des informations.
on peut tout à fait vérifier avec le test musculaire. Mais voilà, tout dépend comment on va travailler cet arbre. Les modules en ligne. Alors, les Ah, modules en ligne, ça ne sera pas des modules de kinésio, hein, bien sûr. Ça sera des modules vraiment axés psychogénéalogie. On va apprendre justement à faire un génosociogramme, regarder où aller chercher des infos et apprendre à lire ces arbres. Et donc, évidemment, ça passe souvent par faire votre propre arbre, hein. Je crois qu'il y en a un le 7 janvier en ligne et je crois qu'il est bientôt complet. Donc, dans ce cas-là, j'en remettrai un autre en ligne assez rapidement. Ça peut être assez sympa que vous me disiez qu'est-ce que vous préférez en soirée, le matin, l'après-midi. Pour moi, ça serait très intéressant d'avoir un petit sondage, même si je ne pourrais pas satisfaire tout le monde, mais comme c'est 3 heures, c'est quand même assez long. Alors, il y a une coupure, hein, en fait, je fais 3 heures et demie et au milieu, on fait une coupure d'une demi-heure parce que il faut bouger, il faut sortir de son ordi. Puis, bon, il y a plein de moments où vous travaillez deux par deux, hein, même en visio. Si vous pouvez dire ce qui vous convient le plus, matin, midi, soir, ça me donnera des idées. Voilà, pour l'instant, je les ai programmées le soir, mais je peux changer. Par quelle formation conseillez-vous de commencer? Alors, le niveau 1, autant après, il y a plusieurs modules qu'on peut faire dans des ordres différents, mais en kinésiologie familiale et transgénérationnelle, il faut vraiment faire le 1. KFT 1, qui seront les bases de la kinésiologie familiale et transgénérationnelle. Pour la psychogénéalogie, c'est bien de commencer aussi par le génosociogramme, ouvrir son arbre. Mais sinon, vous pourrez venir chercher des petits modules spécifiques en dehors de ça, comme couple et relations amoureuses, vie professionnelle et argent, guerre et migration, les deuils, etc. Ça, vous pouvez venir les chercher un peu n'importe quand. Mais quand vous faites les modules génosociogramme, ouvrir l'arbre, c'est bien de les faire dans l'ordre. Donc, de toute façon, ça n'hésitez pas, hein, marche. si vous voulez des infos, vous pouvez noter mon numéro de téléphone, 06 38 36 19 75. Allez sur mon site. Il y a pas encore toutes les fiches programmes parce que je suis en train de complètement les refaire, etc. edu.kft.fr ou vous pouvez m'appeler, m'envoyer un mail. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Il y a Catherine qui posait la question pour la formation en ligne, comment avoir l'info? Ben, envoyez-moi un mail. L'idéal, c'est dites-moi, je suis intéressée, je vous donne les dates, je vous donne le planning et Ok. Aurore posait la question, si on est déjà formé aux constellations familiales, faut-il faire tous les modules? alors pas forcément. Je vais pas former à faire de la constellation familiale, hein. Je vais vraiment vous former à aller écouter ce qui se passe dans le système en kinésiologie avec le test musculaire et parfois, effectivement, il y aura des similitudes avec des dynamiques de constellation familiale, mais c'est pas une formation en constellation familiale. Le cas échéant, si tu as, je te conseillerais dans ce cas-là de faire plutôt le module en KFT qui s'appelle les lignées, qui serait assez complémentaire. Mais je pense que ça serait quand même complémentaire parce que c'est une autre façon de travailler. Mais si, pour ceux qui ont fait les constellations familiales, qui sont formés à ça et qui voudraient vraiment faire qu'un seul module en KFT, je ferais les lignées et les traumas. Parce il y a des équilibrations kinésio aussi, hein, dans tous ces modules. Comment faire si peu d'informations sur nos lignées familiales pour l'arbre? Ah, mais c'est ça qui est génial! Parce que vous verrez qu'on aura plein de moyens d'aller trouver l'information et justement en kinésio, avec le test musculaire, on pourra aller trouver une ambiance, capter certaines choses. Sans affirmer que c'est la vérité, mais en tout cas, ça sera la réalité qui aura été perçue. Est-il mieux de faire KFT avant de faire psychogénéalogie? Alors, c'est différent. KFT1, vous allez vous en servir tout de suite en cabinet. Ça, c'est sûr. KFT1, KFT2, KFT3, enfin, vous allez vous en servir tout de suite en cabinet. Avant le travail sur les lignées, je demande, enfin, je propose, c'est pas une obligation, mais je
trouve que c'est un vrai plus aux gens de faire au moins le premier module en ligne, ouvrir l'arbre, parce qu'on va s'en servir. Il y a combien d'autres niveaux en KFT? Il y en a 6 en KFT, il y a 6 niveaux. Tu Bon, vas l'utiliser oui. beaucoup plus vite en cabinet, hein, c'est immédiat, tu sors du module, hop, tu vas avoir des protocoles, tu vas pouvoir l'intégrer tout de suite dans tes séances. Le travail en psychogénéalogie, ça va prendre plus de temps. Les tarifs des formations, si, bien sûr, sur le bulletin d'inscription. En fait, la journée en présentiel, donc tout ce qui est KFT, c'est 130 euros la journée, donc 390 pour 3 jours. Et les cours en ligne, c'est 60 euros le module, avec un tarif pour ceux qui font évidemment le cursus complet. Avec plaisir, je vois des merci. En tout cas, voilà, moi, c'est une passion qui m'anime depuis 20 ans. J'adore ça. Je l'utilise quand même beaucoup en cabinet. Ça ne sort pas à chaque séance, hein, parce que tout n'est pas de la faute de ceux qui nous ont précédés, hein. Ça serait pas juste non plus. Mais je serais très heureuse de partager avec vous un peu plus cette passion. Et je trouve qu'il y a vraiment des moments où c'est la clé qui manque pour que la personne aille mieux. Pour moi, ça, c'est indiscutable. Quelles sont les dates des différents niveaux de KFT en 2020? Alors là, j'ai mis que les niveaux 1. Vous pouvez retrouver le planning sur mon site. En tout cas, merci à tous. Merci d'avoir répondu présent. Je serais heureuse de vous découvrir et de revoir certains que j'ai pas vus depuis longtemps pour la suite de l'aventure.